لا إله إلا الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلي والسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله. Donc nous revoici Inch'Allah ta'ala dans cette lecture de la thèse du docteur Doumané Diouf sur Mam Cheikh Ibrahim Fall, thèse qui a été éditée avec le idhn, le ndigal, l'autorisation du Khalif général Baye Fall à cette époque-là, qui est Cheikh Diom Fall. Donc ça a été édité effectivement en 2018. Rappelez-vous qu'on est dans le premier chapitre et on parle en fait des enjeux socio-culturels liés à la colonisation. C'est important de recadrer ça. Pourquoi? C'est très important, notamment le sous-chapitre que l'on va lire ici. Et on traite en fait du cadre historique et social de la société Wolof pré-coloniale et coloniale. Donc on a abordé déjà la situation lors de la colonisation, les enjeux culturels. Maintenant on va aborder la période qui est pré-coloniale mais ensuite coloniale. Donc la crise générale de la société Wolof traditionnelle. Ça c'est quelque chose qu'on a de cesse de répéter lorsqu'on parle de la Mouridia, lorsqu'on lisait l'ouvrage Al-Mouridia, que on n'a pas encore terminé, Inch'Allah Ta'ala, qu'on va finir, mais dans toute la première partie de l'ouvrage, on a beaucoup parlé de cette dimension-là. Parce que là, on est dans la partie de l'ouvrage qui traite surtout en fait de l'aspect de la confrérie, de son aspect cheminement spirituel et du tajdid en lui-même. Mais avant, on était plus dans la partie qui traite un petit peu de la biographie de Cheikh et de certains enjeux qu'il y avait à l'époque, et notamment dans la préface écrite par le professeur Ibrahim Choub, Hafidhullah, ancien directeur de l'UCAD, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Justement, il mettait le cadre social qui rappelait les échecs des djihads qui ont été menés par un certain nombre de chefs religieux, et que la réussite de l'islamisation et justement de la préservation de l'acculturation et de l'aliénation de la société sénégambienne s'est faite par cette voie-là, par une voie pacifique et par l'islam qui a toujours été vu comme un moyen d'émancipation dans la région. Entre le 18e et le 20e siècle, des sociétés sénégambiennes vivent les périodes les plus sombres de leur histoire, tant sur le plan sociopolitique que culturel. Cette crise multidimensionnelle résulte de facteurs exogènes et endogènes. D'une part, nous avons l'esclavage transatlantique et la colonisation qui déstructurent les anciens systèmes sociopolitiques et plongent dans un cycle de violence sans précédent ces sociétés. D'autre part, à l'intérieur même de ces sociétés sénégambiennes, les rivalités politiques engendrées pour l'essentiel par les deux phénomènes historiques précités finissent par instaurer un chaos généralisé. Avec le règne des Tcheddo, ces seigneurs de guerre qui plongent leur peuple martyr dans une situation anomique et violente aux conséquences désastreuses, c'est dans ce sens que Bari déclare: le pouvoir Tcheddo émerge au cours du XVIIIe siècle dans la plupart des États de la Sénégambie, où il symbolise le règne de la violence dans les rapports politiques entre les États et à l'intérieur des États. La chasse à l'homme organisée à une grande échelle crée les conditions objectives de cette violence qui se perpétue au profit des marchés européens,
de la côte dans un cycle infernal de guerre civile et de guerre extérieure entre États de la Sénégambie. Il faut bien comprendre qu'il y a une dislocation de l'empire du Jolof, et de cette dislocation de l'empire du Jolof, il y a la mise en place de cette aristocratie. C'est une aristocratie guerrière. Alors, on va le présenter, hein, on va y venir, Inch'Allah, mais il faut bien comprendre que cette aristocratie guerrière, dans sa manière de diriger la région de Sénégambie, de diriger les différents États, était extrêmement violente. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, la société wolof sénégalaise, de manière plus générale, est façonnée par cette identité-là, entre autres. Je me rappelle que Céline Abdelaziz Majalis, hafidhahullah, me disait une fois comme ça que, tu sais, Mustapha, au Sénégal, il y a 3 dimensions qui se côtoient et qui, à bien des égards, sont antagoniques. L'héritage islamique de nos machir, de nos ulama, l'héritage tcheddo et l'héritage français, que l'on voit à travers les institutions politiques de la République sénégalaise. Les tcheddo, vous allez voir dans cette quête de jouissance permanente. Que ce soit à travers les sports, la popularité, par exemple, de la lutte sénégalaise. Et si vous posez la question, mais comment on sait tout ça? C'est simple, c'est que dans les dans les différentes épopées, les différentes chroniques qui sont rapportées des différents poètes qui gardent cette tradition-là, parce que cette tradition est gardée, on sait qu'il y avait une violence qui s'exprimait, une tyrannie qui s'exprimait, et ça, ce n'est pas véhiculé par les Blancs ou même par les Machirs. Les Machirs rapportent la tyrannie des Tcheddo, mais dans les récits Tcheddo eux-mêmes, le règne chaotique des monarchies Tcheddo. Originellement, le mot Tcheddo désignait les esclaves de la couronne des aristocraties guerrières, dont la montée en puissance au sein des appareils de domination a radicalement modifié les rapports de force entre les différentes classes sociales dans les sociétés sénégambiennes. Ça, c'est ce qu'on trouve chez l'auteur Fall, Société Wolof et Violence, une lecture à travers l'histoire dans les cahiers Histoire et Civilisation, Faculté des Lettres et Sciences Humaines à l'UQAD. C'est très important, c'est que ça, c'est vraiment rapporté, vraiment, j'insiste, hein, c'est vraiment rapporté par dans les traditions de la région. Et ce que le professeur Bassirou Dieng, rahmallah, qui était lui qui était la chaire de littérature, ce qu'il nous avait expliqué par rapport à l'identité des Tcheddo, c'est que avant il y avait une aristocratie qui était liée au bien foncier, à la terre, qu'on appelle les laman. Donc l'aristocratie, la noblesse lamanale. Le système lamanal, si vous voulez, c'est pour être très caricatural, et je vous invite à voir les 2 grandes conférences. Il y en a pas que 2, enfin il y en a d'autres qu'il a fait ailleurs, mais dans des émissions. Mais Touba Taverny a fait 2 interventions qui sont vraiment édifiantes sur le sujet, notamment une sur la réhabilitation par l'islam en fait de la société sénégalaise. Et il dit justement, et c'est extraordinaire, c'est que dans le système lamanal, vous avez donc cette autorité qui est le laman, qui tenait sa légitimité du fait d'être arrivé en premier sur un endroit, qui défrichait cet endroit, le cultivait, et lorsque vous arrivez, vous dites est-ce que je peux m'installer, il te dit tout ce que tu pourras défricher avec ta hache t'appartient. Et cette première personne tenait sa légitimité du fait d'être arrivé en premier, mais aussi du fait que c'est elle qui pratiquait les différents rituels spirituels pour garantir la bonne récolte. Donc, si vous voulez, c'était une aristocratie qui avait une dimension spirituelle, une dimension temporelle, mais surtout qui ne se construisait pas sur la violence, mais sur la bonne gestion de l'espace. Les Tcheddo vont apparaître beaucoup plus tard, alors justement parce que ces personnes qui sont qui étaient des esclaves de la couronne vont être libérées
et une fois libérés, vont être faits guerriers. C'est-à-dire que avant, les gens qui étaient des guerriers dans cette société-là, c'était informel. C'est on lève les armes et on défend notre territoire, on va se battre, etc. Et là, non. À un moment donné, il y a, alors je suis incapable de me rappeler du nom du premier qui a eu cette idée-là, mais le professeur Bassaroudien, me l'avait dit, et dans la fameuse conférence dont je parle, il en parle. Un jour, un Djorin, le mot Djorin vient de là, pour ceux qui connaissent, c'est donc si vous voulez, on pourrait dire un préfet ou un gouverneur d'un territoire, prend ses esclaves, les libère et en fait des guerriers. Il en fait une armée de métier. Et ça va faire école sur tout le territoire. Que ça soit dans le Futatoro, que ça soit dans le Baol, que ça soit dans le Kadior, que ça soit dans le Jolof, etc. Et à ce moment-là, ces personnes-là vont commencer à exercer un pouvoir tyrannique. Et ils vont même prendre le pouvoir. Par la suite, le terme Tcheddo a connu une extension de sens pour désigner l'ensemble de l'aristocratie guerrière païenne par opposition à l'élite maraboutique, qui monopolise le pouvoir politique aussi bien dans les sociétés Wolof, Alpurar, donc le Futatoro évidemment, quand on prend la révolte, la révolution des Toroddo, il faut savoir qu'elle était possible que par le soutien des Tcheddo contre les Denyanké, parce que les Tcheddo étaient alliés à la dynastie des Denyanké, mais justement, ils ont été, entre guillemets, ces Tcheddo se sont détournés des Denyanké pour s'allier en fait avec les Toroddo, donc cette aristocratie maraboutique. Et aussi les Serer. On peut prendre l'exemple des Djouf, qui est une grande lignée guerrière, etc. Cette élite guerrière a émergé dans un contexte trouble et violent qui, selon Fall, donc je pense que ça doit être Erfal, alors je sais pas c'est quoi son prénom, remonte au 15e siècle sous l'ère du prince Wolof, Boumi Dielen ou Djem El Dali, selon les sources orales et écrites. Bon, en fait, finalement, j'ai le nom. Cette élite guerrière a émergé dans un contexte trouble et violent cette élite guerrière a émergé dans un contexte trouble et violent qui, selon alors le prénom, j'arrive pas à voir, Erfal, remonte au 15e siècle sous l'ère du prince Wolof Boumi Dielen ou Djem El Erdani, selon les sources orales et écrites. Et c'est ce que je disais justement, c'était les esclaves de la couronne qui ont été faits guerriers. Souvent pour essayer de caricaturer, pour que les gens comprennent, je dis que les Tcheddo sont l'équivalent des samouraïs en fait dans la région de Sénégal, tout simplement. Parce qu'en fait, les samouraïs, par définition, le mot samouraï désigne un serviteur. Donc c'était des guerriers au service en fait d'une autorité, d'un noble. Et justement, ils vont à un moment donné, à partir du XVIe siècle, à partir du XVIIe siècle, sous l'ère Edo. Donc, ce qui est étonnant, c'est que c'est concomitant, c'est la même période. C'est ça qui est assez extraordinaire de voir. Je disais, c'est comme pour les samouraïs, c'est à partir le règne des samouraïs au Japon, c'est XVIIe siècle, c'est après lorsque la prise du pouvoir par les Tokugawa, après la bataille de Sekigahara en 1600. Et c'est assez fou, c'est que ça soit dans la région de Sénégambie, que ça soit au Japon, que ça soit en Europe, avec justement toute la période du roi Soleil, Louis XIV, ou même que si vous prenez en Égypte avec les Mamelouks, vous avez une domination guerrière dans l'ensemble des territoires avec justement une oppression sur les populations. Et ces populations-là vont chercher des réponses ailleurs. Ou des fois, ce qui va se passer même, c'est que par la suite, il y aura un règne qui va se mettre en place, qui est le règne des classes marchandes, etc. À noter que ça mériterait un développement, notamment en abordant l'approche que ont des auteurs comme René Guénon ou des gens comme Julius Evola, qui parlent de comment une société traditionnelle s'organise et comment, lorsque les oratores, donc les religieux, les philosophes, les chefs spirituels, ceux qui travaillent l'esprit, ceux qui donnent les valeurs morales supérieures, perdent en influence au profit des guerriers. Et quand c'est au profit des guerriers, les valeurs qui rentrent dans la société sont des valeurs de violence,
de terrorisation des populations. Et ensuite vient le règne justement des personnes qui travaillent la matière plutôt. Ça va être les artisans, etc., qui en vérité vont prendre le pouvoir, mais vont prendre le pouvoir non pas à leur profit à eux, en réalité, mais plutôt au profit de qui? Au profit des commerçants. Et on est dans cette société-là aujourd'hui où, dans cette société où ce qu'on appelait donc les laboratoires, donc les gens qui travaillent, où la valeur c'est est-ce que c'est le travail ou est-ce que c'est le capital? Commerçant, capital, travail pour tout ce qui est ouvrier, etc. Donc on est dans une société qui est totalement dans cette situation-là. Et la Mouridia et la transcendance que propose la Mouridia, c'est de transcender en fait tous ces cadres sociaux pour redéfinir la société. On y reviendra justement. Et la personne de Imam Cheikh Ibrahim Fall est vraiment l'image en fait du Tchedo qui a été refaçonné. Quand on va le présenter, les gens vont comprendre. Et il y aura tout un développement. Je veux pas trop avancer, mais faut bien comprendre. Ce dernier, en élargissant les pouvoirs du Bourba Jolof, a en même temps introduit la violence dans les rapports politiques de la société Wolof. Après son règne, les conflits entre les clans patrilinéaires et matrilinéaires, c'est-à-dire que le pouvoir s'hérite par le père. Matrilinéaire, c'est-à-dire que ce n'est pas ton fils qui hérite, mais c'est le fils de ta sœur. Parce qu'il y a une garantie en fait de lignage qu'il n'y a pas avec ton fils. Donc c'est matrilinéaire. On dit matrilinéaire dans le sens où quelqu'un hérite parce qu'il est sa mère. Le pouvoir en fait il le tient de sa mère. Parce que l'oncle, le père, frère de sa mère était dirigeant. C'est comme ça en fait qu'ils héritaient. Quand vous prenez le cas du Baol, du Kadjor, etc., c'est comme ça qu'ils héritaient. Après pour sa succession instaurant le règne de violence qui entre progressivement dans les mœurs politiques des Wolofs qui adoptèrent le principe selon lequel, au nom de la lutte pour son groupe familial, on peut utiliser certaines formes de violence. Après cette période d'instabilité politique violente, le Jolof connut une période d'accalmie avec l'avènement du roi Biram Djemekumba, surnommé le père des rois, qui réorganisa le royaume. Mais cette stabilité ne sera que de courte durée, car elle est interrompue par la traite négrière qui sévit en Sénégambie à partir du XVIIe siècle. Donc il faut comprendre que cette société qui se réorganise autour des guerriers et qui fait de l'utilisation de la violence un mode systématique pour légitimer le pouvoir de quelqu'un, va être stoppée à un moment donné parce que les colons vont venir et vont mettre en place le commerce triangulaire. Ce qui fait que, comme c'était déjà institué un mode de gestion de la politique par la violence, ça va être un facteur aggravant de la violence sur les populations. Parce que là où avant, les violences se faisaient entre les élites, maintenant, les violences vont se faire sur les populations. Le commerce triangulaire déstructura l'organisation sociopolitique des sociétés sénégambiennes et les razzias esclavagistes créent un climat d'insécurité, de terreur et répandit la peur et le désordre. C'est une véritable culture de la violence qui s'installe. Lorsque vous allez au Sénégal, lorsque l'heure du Maghrib arrive, on déconseille aux enfants de sortir. Tous les Sénégalais qui vont regarder, ils vont retenir ça. Remarquez, et ça, c'est des gens comme le professeur Ibrahim Machoub qui l'explique, c'est qu'en fait, c'est lié à cette période-là. Parce que si tu sortais du village, par exemple pour aller à un autre village, ou que tu sortais la nuit à ce moment-là pour t'amuser ou quelque chose comme ça, et tu t'oubliais, et ben en fait, il y avait des esclavagistes qui pouvaient te prendre pour aller te vendre au blanc. Parce qu'en fait, on était à l'approche de la nuit. Donc en fait, qu'on le prenait, une fois qu'on le prenait, c'était fini, c'était la nuit, personne n'allait te chercher. Parce qu'avant, il n'y avait pas on n'avait pas de torche, etc. C'était problématique. Si tu disparais la nuit, faut qu'on attende le lendemain matin pour aller te chercher. Et en fait, entre-temps, t'as pu partir très très loin. Et si vous, moi c'est un truc que j'ai appris d'ailleurs
l'époque, j'avais 14 ans, les premières fois, on dit, l'heure juste avant le Maghrib, les 20 minutes avant, là où, espèce de tarlis, là, comme ça, il commence à baisser d'intensité de la luminosité, il dit, c'est l'heure où les djinns sont sortis. Et ils peuvent t'attraper. C'est durant cette période la plus sombre de l'histoire de la Sénégambie que la figure du guerrier Tcheddo s'impose sur la scène sociopolitique, en effet avec la traite négrière. La violence finit par s'ériger comme unique moyen pouvant légitimement conduire au trône. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Car la parenté importée peut seule compter le pouvoir et tous les moyens étaient bons pour y parvenir. C'est ainsi que la violence est élevée en culte dans les rapports politiques et finit par s'ancrer dans les mœurs wolof. C'est vrai qu'effectivement il y a cette idée que tu vois ces mains là, elles sont pas faites pour travailler. La violence dans la société wolof à l'époque de la traite négrière, selon je crois que c'est Babacar Diop, s'est aggravée avec la course à l'armement moderne. Donc, il y aura des fusils, des munitions, etc. et ses corollaires, à savoir l'insécurité, l'oppression, la terreur, les pratiques prédatrices pour l'acquisition d'esclaves. C'est le règne de la terreur, de la tyrannie et de l'arbitraire. La force brutale tient lieu de loi. Les souverains ont droit de vie et de pillage sur leur sujet. On parle même pas de droit de vie et de mort. Droit de vie et de pillage. Le pouvoir Tcheddo a donc inventé son propre discours de légitimation pour légaliser la violence et la prééminence du fusil. Le statut de Garmi, donc le statut de noble, jadis réservé exclusivement à une classe sociale dominante, s'obtient désormais par la violence, comme l'atteste cette expression wolof de l'époque. Garmi, je vais avoir du mal à le prononcer. En gros, on devient noble par le bout du fusil. C'est comme ça que ça traduit. Yarul Fetal. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que le règne de la figure du Tcheddo va façonner la société, mais surtout, ça le plus important, c'est que l'oppression qui en découle va faire de l'islam une voie d'émancipation et de sauvegarde des populations. La plupart de nos historiens actuels, qu'est-ce qu'ils disent justement? C'est que les réseaux de Dara dans la région vont être des havres de paix pour les gens justement qui connaissent ce terrorisme. Ils vont fuir les villages qui se font attaquer, et en arrivant en fait dans ces daras, ils vont être protégés. Parce que malgré l'oppression des Tcheddo, ces daras étaient respectés. Que ce soit les petites daras ou les plus grandes qui étaient des universités comme l'université de Pire. Et donc, il faut bien que les gens comprennent. C'est essentiel de comprendre que lorsque El Hajj Al-Maliksi, Cheikh Al-Khadim, Cheikh Saad Bou, etc. émergent, ils émergent à une époque où les différents mouvements de djihad pour rétablir une justice dans ces régions-là ont échoué, soit contre les pouvoirs en place des Tcheddo. Alors, les Banu Hassan ne sont pas des Tcheddo, mais c'est quasiment l'équivalent en réalité, parce que c'était la même pratique, le même usage de la puissance, la même terreur qui a été répandue, et ils étaient des grands participants à l'esclavage. Et l'imam Nasr-ud-Din, donc on est au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, se bat contre eux. Et il perd. Non, astaghfirullah, c'est bien le XVIIe siècle. Et il perd. Et les Banu Hassan, justement, étaient alliés de, justement, des différentes dynasties Tcheddo, parce que ils s'enrichissaient tous.
Ça, on a expliqué, en fait, justement, précédemment. Dans les cours précédents, on a évoqué le cas de l'imam Nasr al-Din. Donc, il faut bien que les gens comprennent. Lorsque il y a la révolte des Toroddo, qui est menée justement par les Torobé, donc cette aristocratie, si vous voulez, ou cette classe maraboutique, où ton prestige était par la science et ta piété, veut être allié avec les Tchédos pour faire tomber les Denyenké, le projet, entre autres, c'est de stopper toute relation commerciale esclavagiste avec les Européens, mais aussi avec les Banu Hassan. D'où le fait que Cheikh al-Khadim, quand il versifie le livre de Adab de l'imam Ibn al-Hajj, Narjul Qada, que tout le monde connaît, il dit il est détestable de relever son pantalon, son sarwal, comme les Banu Hassan, ces criminels. Parce que justement, en fait, les Zawaya, qui sont des berbères islamisés, et des fois parmi eux, il y a des Shurafa, etc., étaient opposés à Banu Hassan et les voyaient vraiment de manière négative. Et, petite parenthèse, c'est intéressant, mais pas négligeable, vous avez beaucoup de gens, sachez une chose, c'est que je crois que dans chaque cours qui va être fait, il y aura une balle perdue pour les kémites ou les gens qui soutiennent les Tchédos, etc. Les gens qui disent de retourner à tradition, patati patata. Parce que là, c'est des histoires de l'époque. Il y en a qui parlent, par exemple, de la situation en Mauritanie, en disant, oui, patati, c'est une histoire d'oppression, c'est les Noirs qui se font discriminer. Il y a une discrimination en place, il y a une élite qui dirige et qui oppresse le reste de la population. Dans le reste de la population qui est opprimée, il y a aussi des Beydans. Il y a aussi des morts. Des morts qui ne rentrent pas, qui ne sont pas des alliés des Banu Hassan qui sont au pouvoir. Parce que aujourd'hui, l'arabisation que vous voyez aujourd'hui, elle date de la période de l'imam Nasr al-Din. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre la guerre de Cherbouba et l'oppression que vous voyez aujourd'hui en Mauritanie. Il y a un lien direct. Ce sont les mêmes tribus qui s'entraident entre elles et qui oppressent le reste des populations. C'est vraiment que les gens y comprennent ça. Vous ne pouvez pas comprendre la situation actuelle si vous ne tenez pas compte de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que vous allez faire des parallèles en disant c'est de la discrimination, dire que c'est comme si c'est l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Vous allez faire tout mélange. L'éthique Tcheddo. La conquête coloniale, après la traite négrière, accentue l'idéologie de la violence qui finit par rendre inopérantes non seulement les institutions sociopolitiques, mais également la culture Wolof traditionnelle. L'aristocratie guerrière, qui finit par imposer sa suprématie et sa domination violente dans la société Wolof entre le 18e et le 19e siècle, a produit une nouvelle éthique et a érigé un nouveau modèle culturel représenté par le Tcheddo. Ce dernier est magnifié à travers la tradition orale, notamment l'épopée, qui célèbre le héros Tcheddo, dont les plus célèbres sont Masri Issejai chez les Wolof et Samba Galadio chez les Peuls. L'éthique Tcheddo se fonde sur un ensemble de valeurs et un code de conduite incarné par l'aristocratie guerrière, comme le Bushido chez les samouraïs. C'est ce qu'on vous dit. Conçu dans un contexte d'instabilité et de troubles sociopolitiques sanglants, l'éthique Tcheddo invente son propre discours de légitimation pour légaliser la violence. L'aristocratie guerrière magnifie ainsi la violence qu'elle érige en valeur, car c'est par elle seule que l'on accède au pouvoir, qu'on l'exerce et le conserve. Qu'on accède au pouvoir, qu'on exerce et qu'on le conserve. C'est ainsi que dans l'imaginaire populaire Wolof, le Tcheddo s'incarne et se réalise fondamentalement dans l'action guerrière. Le Tcheddo est par essence un prince guerrier qui dispose d'un cheval, d'un fusil et de l'alcool, méprisant la mort et ayant le goût du risque. Il y a chez le Tcheddo
quelque chose que la première fois qu'on m'a présenté la figure du Tcheddo, notamment le professeur Bassirouddin, rahmallah, ça m'a frappé. Quand il parlait justement, tout ce qu'on dit là, c'est des choses que j'ai appris moi directement avec certains de mes professeurs dans un certain cas, notamment le professeur Bassirouddin, rahmallah, quand il était venu à Taverny. Et Allah, quand il présentait la figure du Tcheddo, j'ai été frappé de voir les descendants d'esclaves dans les Amériques, que ce soit aux États-Unis, que ce soit la Jamaïque, toutes les Caraïbes d'ailleurs, où il y a cette figure d'un homme qui maintenant est libre et qui ne veut pas s'émanciper par le travail, qui veut s'émanciper par la force, qui veut prendre le travail des autres. Et un élément fondamental qui m'a fait faire le lien, c'est la grande consommation d'alcool, c'est-à-dire ce besoin de s'évader. Et les Tcheddos sont connus pour être des grands soulards. C'est l'un des éléments les plus marquants de leur identité. C'est-à-dire que même jusqu'à aujourd'hui, quand vous parlez avec eux, les gens au Sénégal, la figure de Tcheddo, elle est liée en fait à la consommation d'alcool. Carrément, même pendant la colonisation, c'était grave, hein, au point que des fois, il y a des anecdotes comme ça qu'on a dans les archives, où un administrateur colonial dit à un Tcheddo, un prince Tcheddo, mais sa consommation d'alcool est trop. S'il continue comme ça, on va pas pouvoir gérer. Il y a un récit avec un prince Tcheddo qui terrorisait sa population. Et un jour, il était tellement bourré, tellement saoul, il s'est endormi dans son hamac. Et en fait, la population en avait marre de lui. Ils ont creusé un trou. Il était tout saoul. Hein. Ils l'ont jeté dans le trou, ils l'ont recouvert. Tu peux faire ça avec quelqu'un qui est totalement saoul. Donc en fait, c'est mon analyse personnelle. Les gens font ce qu'ils veulent, mais il y a vraiment cette idée que un esclave libéré, il y a ce besoin de liberté, de se sentir totalement libre. Et ce besoin de se sentir totalement libre, il se ressent dans quoi? Dans le fait, la consommation d'alcool, parce que tu cherches à te déconnecter de la réalité, à être complètement libre, selon toi. Et il y a ce besoin de, je fais ce que je veux. Ça t'appartient? Maintenant, ça m'appartient, je le prends. Et ce goût du risque, la violence, etc. Ainsi, selon le professeur Dieng, le héros, donc Tcheddo ici, dans son acception spécifiquement héroïque, est conçu dans ce siècle de violence, L'héroïsme sera ce dépassement surhumain vers l'exceptionnel sans atteindre les sphères du divin. Le Tcheddo méprise tout ce qui n'est pas puissant et fait d'armes. Donc l'idée de valeurs qui sont strictement guerrières. Si tu n'es pas fort, tu es méprisable. Et ça, vous le voyez chez les samouraïs, vous le voyez en Europe, à l'époque justement des grands conflits armés, etc., où on sublime le côté guerrier. Et donc en fait, ce côté surhumain, on le retrouve même aujourd'hui avec cette espèce de guerrier à travers les films, de gars qui est capable de se battre contre 10 personnes et qui s'en sort. Le culte de la violence dans l'éthique Tcheddo rime naturellement avec d'autres valeurs guerrières fortes telles que la bravoure, le courage, la témérité, l'endurance, l'insolence, l'intrépidité, la cruauté impitoyable pendant la guerre, l'humeur belliqueuse, l'orgueil, l'arrogance, etc. Cette éthique produit également un code de conduite sociale qui magnifie les valeurs positives telles que l'honneur, la loyauté, la dignité, la générosité sans limite qui pousse le Tcheddo à prodiguer ses largesses jusqu'à tout perdre chaque fois que de besoin, mais surtout lorsque l'on couvre de louanges ou qu'on adule. C'est le Robin des Bois, un petit. Enfin, Robin des Bois, c'est pas exactement parce que Robin des Bois s'oppose justement aux autorités, mais on trouve ça aussi chez ces Arabes du temps du prophète alayhi salatu wassalam, c'est cette générosité. Les Tcheddos faisaient des festivités, c'était des beuveries. On préparait de l'alcool, etc. Et puis à un moment donné, dans la soirée, on dit tout poignet que vous attrapez, tant qu'il n'est pas ceint de mes bracelets, c'est-à-dire c'est pas une de mes femmes qui m'appartient, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. L'enfant qui en naîtra, il s'appelle Fall. Une jouissance constante. À l'égard de son peuple, le Tcheddo adopte un comportement injuste.
car c'est le bas peuple qui constitue la principale victime de l'aristocratie guerrière. Le peuple subit l'oppression, la terreur, la tyrannie des Tcheddo qui ont fait une main-d'œuvre malléable et corvéable à merci. Cette situation d'oppression et d'exploitation économique qui jalonne les rapports injustes et violents entre l'aristocratie Tcheddo et le peuple Wolof transparaît à travers les expressions populaires Wolof telles que Borlek Aknan, au noble la nourriture et la boisson, le bas peuple qu'il crève. Tout simplement. Ou une autre expression qu'on pourrait traduire par les larmes du bas peuple servent à mouiller les couscous du roi. Non, ça c'est chaud. Les larmes du bas peuple servent à mouiller les couscous du roi. Toutes ces expressions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore au Sénégal, on les connaît ces expressions-là. Du point de vue des mœurs et des coutumes, les Tcheddo apparaît comme un impur, un homme sans foi ni probité, sans croyance aucune, il s'adonne à tous les vices. Et ça, c'est la vision islamique, justement. Le Tcheddo dans l'imaginaire Wolof apparaît aussi comme un libertin qui aime mener la belle vie en dehors de la guerre. Le Tcheddo adore des réjouissances, les plaisirs et passions excessives, des festivités dionysiaques, ce qu'on a dit juste avant, durant lesquelles ils étalent de manière ostentatoire sa générosité légendaire. Tenez, nourrissez-vous, mangez, etc. Ces manifestations publiques, appelées gamou, donc regardez, ça c'est extraordinaire. Et le Hajj Maliksi, quand il institue le gamou, il réoriente une pratique totalement dévoyée, il en fait quelque chose de spirituel. Et ça, c'est profondément islamique. Les valeurs des Arabes, c'était al-makarim al-akhlaq, al-husn al-khuluq. Sauf que ceux qui les pratiquaient en vue d'être loués même après leur mort. C'est-à-dire que leur nom devient proverbial. Comme par exemple Al-Hatim, qui est connu pour sa grande générosité. Et qu'on a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, qu'en est-il d'Al-Hatim et de sa générosité? Il a dit, il a été récompensé, il a eu ce qu'il voulait. Il voulait quoi? Que son nom soit retenu comme étant généreux. Et, c'est-à-dire que, rendre le makarim al-akhlaq, les orienter avec l'islam, c'est-à-dire que ces bonnes mœurs, tu en fais quoi? Tu en fais quelque chose pour rechercher la face d'Allah Ta'ala. Et là, c'est pareil. Le gamou, les festivités, s'amuser, il n'y a pas de problème. Fais-le en réjouissance de quoi? De la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, la meilleure des créatures. Parce que c'est la victoire du vrai sur le faux. Wamma bi ni'mati rabbika fahaddith. Réjouis-toi, expose, exprime, manifeste, fais apparaître les bienfaits d'Allah qu'Allah Ta'ala t'a donné, à savoir, nous sommes musulmans, nous sauvions la meilleure des créatures. Et lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, est né, d'un point de vue de l'histoire de l'humanité, d'un point de vue métaphysique, cosmique, si vous voulez utiliser tous les termes que vous voulez, c'est un événement majeur. À tel point que certains ulémas, notamment dans le madhhab de l'imam Malik, considèrent que c'est la meilleure des nuits qu'il y ait eu. Même Laylatul Qadr, qui revient chaque année, n'est pas meilleure que la nuit de la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Ajib. Faut comprendre en fait la sagesse, la finesse d'esprit des ulémas à ce moment-là. Et quand on va évoquer la figure de Imam Cheikh Ibrahim Afal et comment Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu a reffaçonné l'homme Tcheddo, vous allez comprendre. C'est juste sublime. Ces manifestations publiques appelées gamou sont des occasions où toutes les licences morales sont permises avec un usage abusif d'alcool. Un usage abusif de l'alcool. L'éthique Tcheddo se caractérise aussi par l'absence de préoccupations religieuses, car seule la vie terrestre et ses plaisirs intéressent le Tcheddo. Ce dernier préfère le caractère pragmatique et utilitaire de la magie vitale qu'il utilise à ses propres fins. La magie vitale, tirant sa force de la religion traditionnelle ou de l'islam, parce qu'il faisait des gris-gris aussi avec, par exemple, le Coran, doit surtout aider mystiquement le guerrier Tcheddo à accéder au pouvoir et à se maintenir au trône en éliminant ses adversaires et en se protégeant de ses ennemis par des pratiques occultes. Le khérim, les gris-gris, etc. On rapporte que
il y a un prince Ceddo, quand il a la bataille, les noms, j'ai du mal à les retenir, excusez-moi, quand il partait à la bataille, pour porter tous ces gris-gris, il fallait, je crois, un chameau. C'est même pas un cheval, je crois, c'est un chameau qu'il fallait. Cette aristocratie guerrière a donc produit un nouveau modèle social de Ceddo qui incarne une éthique et des valeurs qui rompent violemment avec la morale traditionnelle préexistante. La morale traditionnelle préexistante, c'est celle qu'on trouve notamment avec l'Empire du Mandé, donc la charte du Mandé, où il y avait cette éthique du travail. Dans la charte du Mandé, il y a cette idée que il n'y a pas le droit d'être oisif. L'oisiveté n'est pas une chose qui est permise. Pareil dans la société lamanale. C'est dans ce sens que le professeur Dieng affirme que les valeurs centrales exaltées à l'époque lamanale, comme dans la charte de Kurukan Fuga, c'est ce qu'on est en train de dire, se retrouvent à la périphérie du système. Les deux valeurs de référence que sont le travail et la préservation de la vie humaine sont niées par l'éthique Ceddo. Et le travail, préservation de la vie humaine, va revenir par le biais des mashayikh, notamment Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu et el-Hajj Maliksi. On utilise par les armes pour combattre. On éduque les gens. Et on travaille. Et c'est pas pour rien que la place de la khidma chez les mourides est si importante et que la figure du baïfal, même le baïfal qui va être le moins orthodoxe, il va pas prier, etc., il y aura toujours une forme de respect. C'est-à-dire que le baïfal qui va être méprisé, c'est celui qui ne respecte même pas la chose la plus basique, c'est-à-dire être au service de la communauté. Il y a une manière d'expliquer le baïfal qui est simple, le baïfal n'a pas de poche. Un baïfal n'a pas de poche. Parce qu'il a rien pour lui. Il est au service entier de la communauté. Le baïfal, c'est celui qui, lorsque toi tu dors, il prépare l'eau pour les ablutions de ceux qui se lèvent en fin de nuit. Il prépare la nourriture pour ceux qui vont jeûner, donc en fait qui vont faire le suhour, etc. C'est celui qui est dévoué à la communauté, qui est en permanence en état de khidma. Et c'est cette khidma qui fait que, malgré le caractère hétérodoxe d'un certain nombre de baïfal, il y a une forme de tolérance vis-à-vis d'eux. Sachant que, comme tout musulman, ils sont soumis à l'orthodoxie. Et je le dis aussi, ça, une petite remarque, hein, c'est pas pour justifier. Mais moi, je mets au défi quelqu'un de rentrer dans la grande mosquée de Touba et de pas trouver des baïfal qui prient. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rentre dans la grande mosquée de Touba, je cherche quelqu'un. Est-ce que les baïfals sont pas là? Non, il y a toujours des baïfals qui sont là qui prient. Quand je vous dis baïfal qui prient, c'est-à-dire baïfal avec le djakhas, avec les vêtements multicolores, ce qu'on appelle muraka'a en arabe, patchwork, etc., avec des gris-gris et tout ça, des grosses locks et tout ça. C'est ça qu'on voit. Bref. Aucun secteur de la vie n'est épargné. Les systèmes sociopolitiques se désagrègent et l'économie s'écroule, tandis que la culture régresse du point de vue moral et éthique. On assiste dans la société wolof à une perte des repères moraux avec la perversion des mœurs et la transgression des codes éthiques. Cette corruption morale généralisée va toucher tous les segments de la société wolof, comme le relate si bien le poète et historien attitré de la confrérie Serigne Moussaka. Donc là, c'est en wolof. À cette époque, les fils des guides spirituels s'aliénèrent. Ils furent à la solde des chefs de province coloniales. Ils se mêlèrent aux princes noirs et aux colons chrétiens. Ceux-ci se furent qadi, ils deviennent juges, ceux-là deviennent disciples des morts. Certains fils de guides spirituels fuirent les foyers coraniques et les garçons et filles se comportaient comme Asara. Les guides religieux deviennent complices des souverains pour imposer illégalement des redevances. Parce qu'effectivement, en droit musulman, il n'est pas permis d'imposer un impôt autre que ceux fixés par la législation, à savoir la zakat et la jizya pour les non-musulmans. Les infumés, prisés du tabac, se livraient à la fornication. Les hommes se mêlaient aux femmes pour se distraire. Au rythme des lampes, séances de lutte, et des sabars, tam-tam, pêle-mêle, la pudeur n'existait plus chez personne. Vous allez voir les chouyours aujourd'hui, ils condamnent la lutte sénégalaise.
Les plus éminents savants se transformèrent en faux dévots, de mœurs légères. Tout le pays fut comme Lambaye. Lambaye, c'est un village, justement, de Tchédo, de réputé. C'est dans le Baol, village des Djouf. L'islam pleurait de chaudes larmes et finit par s'exiler au couchant. Ça, on trouve ça dans l'œuvre politique de Salim Moussaka, dans l'épopée de Cheikh Ahmadou Bamba. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et on a terminé avec cette partie qui traite des Tchédo, et on va ensuite passer, demain on va terminer avec le premier chapitre sur l'islam confrérique comme alternative. Rabbana zinna ilman wa amalan wa adaban wa fahma wa hab lana yakramu fi tilawa khayran kathira minka wal halawa wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.